Bienvenue dans C'est dans Catch. Comment allons-nous nourrir 9 milliards de personnes en 2050? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui avec nous Mélanie Joly, vous êtes responsable de l'INED, bonjour. Bonjour David. Aujourd'hui vous allez nous parler de la population mondiale actuelle et des projections pour 2050. Exactement. Nous sommes actuellement un peu plus de 7 milliards d'humains sur la planète Terre. Depuis 1950, le taux d'évolution de la population a atteint 185%, passant ainsi de 2,5 milliards personnes à plus de 7 milliards aujourd'hui. Nous remarquons que la population mondiale a pratiquement triplé en 60 ans. Et cette population mondiale est-elle jeune ou vieillissante? Alors, donc, selon nos chiffres, selon notre étude de l'INED, nous observons un vieillissement de la population, notamment dans les pays d'Europe, avec presque 20% de la population ayant plus de 65 ans, ce qui deviendra de plus en plus un enjeu dans les décennies à venir. Dans le monde, la population de plus de 65 ans représente 8% de la population totale. Cependant, dans les pays en voie de développement, la population est jeune. 50% de la population a moins de 30 ans. Et quels sont les pays les plus peuplés? Alors, donc nous avons en première position la Chine, avec 1,3 milliard de personnes, ce qui représente 1/5 de la population mondiale. En seconde position arrive l'Inde, avec 1,2 milliard de personnes environ. Et enfin, les États-Unis en troisième position, avec 300 millions d'habitants. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on compte à la fois les grandes puissances mondiales, comme les États-Unis ou la Chine, qui sont très peuplés, et des pays plus pauvres, comme le Bangladesh, qui est un pays peu peuplé. Et on se rend compte, en observant ce classement, que la population peut être un facteur d'extrême puissance, soit un facteur d'extrême faiblesse, mais il n'y a pas de juste milieu. On y voit tant des pays ayant une surconsommation de ressources, comme les États-Unis, soit à l'inverse, comme le Bangladesh. Et quelle est la durée de vie moyenne mondiale en 2014? Alors, la durée de vie moyenne mondiale en 2014 est estimée à 70 ans environ. Et le taux de mortalité diminue d'année en année grâce à différents facteurs, notamment à une amélioration des conditions de vie, au constant progrès médical, aussi grâce à une hygiène de vie qui est de plus en plus saine, ou encore l'effet de mode autour du sport, et aussi la qualité des infrastructures, notamment dans les maisons de retraite. Parlons maintenant des prévisions pour 2050. Que pouvez-vous d'ores et déjà nous prédire? Donc, pour 2050, si nous continuons sur cette lignée, nous serons environ 9,5 milliards habitants dans le monde, selon nos chiffres, selon l'INED. Donc il y aura plus de 1,4 milliard de personnes de plus de 65 ans, et la durée de vie moyenne sera de 76 ans. Et est-ce que les pays actuellement les plus peuplés seront les mêmes en 2050? Alors, pour ce qui est de la répartition de la population dans les pays, donc, on voit que l'évolution sera plutôt homogène. Nous pouvons seulement observer que l'Inde qui passera en première position devant la Chine, mais l'évolution aux États-Unis et l'Indonésie sera constante, avec 1,7 milliard en Inde en 2050, 1,3 milliard en Chine et 400 millions aux États-Unis. Il y a un problème qui pèse sur la population en 2050. Il s'agit bien des conséquences de cette évolution sur notre environnement. Merci beaucoup Mélanie pour ces explications et merci d'être venue. Merci à vous, ce fut un plaisir, à très bientôt. Nous allons maintenant accueillir Aurélie Langlais, spécialiste démographique de France 5, qui va nous expliquer donc les enjeux et les conséquences de l'évolution démographique. Bonjour Aurélie. Bonjour David. Et donc c'est à vous. Alors l'évolution démographique soulève de nombreux problèmes. Donc d'abord se pose le problème de l'eau. Donc c'est une ressource limitée et épuisable. En 2050, l'eau sera la plus demandée pour l'irrigation, pour la production d'électricité dans le secteur manufacturier, pour l'usage domestique et enfin pour l'élevage, à raison de 5500 km3.
La gestion de l'énergie, donc c'est les ressources naturelles, donc qui sont évidemment épuisables. D'ici 2158, date de la fin du charbon, bien des matières premières vont disparaître. La Chine et l'Inde représenteront plus de 50% de la demande d'énergie supplémentaire. Les énergies renouvelables représenteront 22% du mix énergétique, mais ne suffiront malheureusement pas. L'enjeu ici est le dilemme énergétique. L'équation est simple, d'ici à 2050, nous devons réduire de moitié les émissions de CO2 au niveau mondial tout en faisant face à un doublement de la demande énergétique. Il y a également le problème des transports qui va se poser, puisque l'augmentation des voitures individuelles, notamment dans les pays émergents comme la Chine, va tripler d'ici 2050. Les voitures, ne l'oublions pas, sont responsables de 1/4 des émissions de CO2. Selon les dernières estimations de l'AIE, le nombre de voitures individuelles devrait tripler dans le monde d'ici 2050 et atteindre ainsi le chiffre de 2 milliards de véhicules. Dans le même temps, le transport en camion devait être multiplié par 2 et le transport en avion par 4. Le principal enjeu ici est de trouver de nouvelles technologies comme la voiture électrique. Il va également se poser le problème du soin et de la santé, puisque la population va être de plus en plus vieillissante. Il va falloir que les systèmes de santé s'adaptent. Également, on va voir la multiplication des maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, un des points également sera l'éducation, tout comme pour le soin et la santé. Mais un des problèmes qui va se poser, c'est que la population va de plus en plus augmenter. Ça va poser des problèmes de surpopulation et de logement. Évidemment, en 2050, près de 70% de la population de la planète vivra en zone urbaine, amplifiant donc les problèmes de congestion des transports, également la pollution de l'air et la gestion des déchets. Donc il va falloir développer, s'adapter et développer de nouvelles infrastructures, comme par exemple les immeubles qui vont devoir être de plus en plus hauts et plus profonds pour pouvoir accueillir toute la population. Donc nous pouvons conclure, les systèmes de planification et de gouvernance urbaine devront être mis à jour pour répondre aux augmentations considérables de la demande de logement, d'électricité, d'eau, de santé, d'éducation, de transport, d'énergie et d'autres services. Merci Aurélie pour ces explications et à demain. Merci David, à demain. Bonjour Jean-Alain. Bonjour David. Vous allez donc nous parler de démographie et d'alimentation. Donc selon vous, la démographie croissante aura-t-elle un impact sur notre alimentation? Alors bien sûr, une forte augmentation de la démographie va occasionner un changement dans nos modes de consommation, dans la production, mais aussi dans nos rapports avec la nature. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une consommation de viande qui augmente beaucoup plus vite que la population humaine. Nous avons par exemple aujourd'hui près de 283 millions de tonnes de viande en 2009, ce qui va passer environ à 465 millions de tonnes en 2050. Sachant que aujourd'hui la consommation de viande en Europe est la cause de la déforestation, notamment en Amérique du Sud. Alors par exemple pour le lait, nous avons aussi près de 702 millions de tonnes aujourd'hui, qui passera à 1043 millions de tonnes à l'horizon 2050. Pour les céréales, qui sont aujourd'hui produits aujourd'hui principalement pour la consommation humaine, nous aurons aussi un accroissement de cette production, mais aussi pour des besoins de la consommation animale, pour le bétail par exemple. Donc nous savons que cette augmentation de la population va aussi être source de tension, notamment sur le marché des céréales, voilà, au niveau mondial, d'où une exacerbation des famines, mais aussi de tout ce qui est spéculation, et même on pourrait craindre des guerres suite au déplacement de population pour aller vers des terres plus accueillantes, vers des terres arables. Et alors, selon vous, d'où proviendra la production mondiale? Alors, la production mondiale devrait provenir à hauteur de 70% des pays en développement, alors qu'ils ne produisent aujourd'hui que 58% de la production mondiale. Bon, il y aura bien sûr une augmentation des terres cultivables, d'où une pression foncière, de la déforestation et aussi tout ce qui est conséquences comme
tout ce qui est monoculture intensive, donc manque de diversification au niveau des plants et des cultures, avec tout ce qui est peut-être développement des OGM, mais aussi l'utilisation de pesticides pour augmenter tout ce qui est rendement. Alors, il y a aussi tout ce qui est risque lié à la croissance de la population mondiale en termes de nombre, tout simplement, puisque d'ici 2050, les démographes projettent environ 9 milliards d'individus sur la planète. Alors, l'Afrique, principalement, va être touchée de plein fouet par cet accroissement de la population mondiale, et qui aura bien sûr des conséquences en termes d'urbanisation, d'infrastructures, mais aussi de techniques culturelles, etc. Et donc concernant la progression de la production alimentaire, que pouvons-nous en conclure? Alors, la production alimentaire globale devra progresser d'environ 70%. Alors, cette croissance devrait mobiliser environ 100 millions d'hectares supplémentaires de terres à des fins non agricoles, puisque l'augmentation de cette population va demander aussi, bien sûr, de construire des infrastructures, de construire des logements. Donc, on peut dire quelque part qu'il y aura peut-être un amenuisement des terres cultivables, ce qui va créer une pression foncière et peut-être même des déplacements de population, comme je l'ai déjà dit, et des problèmes avec les populations autochtones. Alors, la croissance démographique combinée aux effets du changement climatique peuvent avoir des effets très néfastes, puisque aujourd'hui il y a un consensus au niveau scientifique qui veut que aujourd'hui le changement climatique il est déjà à l'œuvre. Donc ce n'est plus quelque chose de probable, il est vraiment à l'œuvre, avec notamment tout ce qui est augmentation du taux de CO2, de la température, de la sécheresse, et qui a un effet préjudiciable sur les productions agricoles et la sécurité alimentaire, notamment avec tout ce qui est augmentation de prix, pression foncière comme je l'ai déjà dit, déplacement de population, mais aussi il y a un risque qui est très important, celui lié aux agrocarburants, qu'on a vanté comme étant la panacée, bien sûr au pétrole et aux carburants fossiles. Mais nous savons que l'augmentation de la population va induire des besoins en énergie. Et donc, le risque est qu'on va utiliser de la matière agricole pour produire des agrocarburants. Et du coup, cette quantité ne sera pas utilisée à des fins d'alimentation humaine et du bétail, ce qui peut créer aussi des problèmes. D'accord. Merci beaucoup Alain pour vos explications et à bientôt. À bientôt, merci. Et donc maintenant nous allons voir les solutions pour faire face à la problématique de l'alimentation pour nos générations futures. Et pour cela nous allons accueillir Franck Beauvais, expert chez Danone. Bonjour Franck. Bonjour David. Donc vous êtes bien expert chez Danone et donc nous allons voir aujourd'hui les solutions avec vous. Tout à fait. Donc première question, toute simple, quelles sont les solutions prioritaires à mettre en place? Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc la première des solutions qui serait de faire évoluer donc, le comportement de consommation. Donc ça c'est vraiment la première étape. Ce serait donc tout d'abord, il faudrait manger en quantité limitée de la viande, donc environ une fois par semaine. Pourquoi? Parce que manger de la viande rouge présente en fait des risques néfastes pour la santé. En effet, plusieurs études épidémiologiques, excusez-moi, j'ai toujours un problème avec ce mot, ont prouvé que les personnes qui consomment le plus de viande rouge en fait ont un risque plus élevé de cancer. Donc, le Fonds mondial de recherche sur le cancer conseille de ne pas manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et c'est plutôt une moyenne. Il faut noter que les terres, ça c'est important, il faut noter que les terres d'élevage représentent plus de 70% des terres cultivées de la planète et que l'élevage est un segment qui émet beaucoup de CO2, surtout au niveau de la production.
À savoir que consommer régulièrement de la viande rouge et du lait équivaut à prendre sa voiture comme si vous preniez votre voiture et tout simplement vous conduisiez pendant 4700 km par an et par personne, ce qui a un impact assez important. Alors justement, dis-nous comment réduire notre consommation de lait. Alors pour cela, il faudrait favoriser les laits végétaux, donc type de lait, tout ce qui est à partir d'amandes, de noisettes, de cajou, ou le lait de coco, l'eau de coco. Il y a aussi des laits de céréales à base d'avoine, de millet, de riz, soja, orge et quinoa. Bon, il y en a pas mal. Il y a aussi les fromages. Alors petit jeu de mots, comme le nom l'indique, ils ne sont pas des vrais fromages puisqu'ils sont faits à base d'un lait végétal. On peut faire du fromage végétal fermenté qui se rapprochera plus en termes de goût, même si on n'y est pas encore, à celui du lait animal. Il est prouvé que la plupart des végétaux regorgent de calcium. Donc il y a par exemple les épinards, le chou, oignons, tout ça, c'est du calcium. Et il faut savoir aussi que le calcium animal est assimilable à 30% par le corps humain, alors que le calcium végétal, lui, est à 70%. C'est intéressant quand même. Et donc, comment devrons-nous consommer en 2050 concrètement? Alors, pour conclure là-dessus, l'idéal serait de faire un roulement au niveau de tous les végétaux en fait, faire tout ce qui est lait végétal. Pas forcément prendre que du lait animal afin de ne pas tomber dans la surconsommation d'une catégorie d'aliments. En sachant que les laits végétaux sont beaucoup plus digestes que le lait de vache, ils sont beaucoup plus riches en vitamines, en minéraux et en acides gras non saturés. Et en plus, il n'y a pas de risque d'allergie ou d'intolérance, ce qu'il faut noter. Puis le dernier changement à opérer, donc ce qui est assez important aussi, ce serait d'apprivoiser en fait notre palais à de nouveaux aliments comme les protéines végétales. Donc on appelle ça les légumineuses. Qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont les céréales, c'est tel que l'azuki, donc tout ce qui est par exemple l'haricot rouge, le boulgour, le miso, le quinoa, le lupin, le tofu, vous en avez plusieurs. Ça, ce sont essentiels dans l'alimentation et ça constitue une alternative aux protéines d'origine animale. Contiennent donc dans les viandes, les poissons, mais aussi les œufs. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut attention, il ne faut pas tomber non plus dans un régime totalement végétarien. Il faut consommer des fruits et des légumes, ça c'est important, mais aussi consommer la viande tout en limitant notre consommation. Donc y aurait-il des alternatives ou des nouvelles technologies en termes d'alimentation? Nous avons tous entendu parler d'insectes dans nos assiettes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est ma foi une très bonne question, David. Alors, pour ce qui est de la consommation d'insectes, c'est donc un phénomène qui existe déjà dans certains pays. Cela s'appelle l'entomophagie. Excusez-moi. Il faut savoir que déjà, il y a 4 milliards de personnes qui consomment des insectes pour leur qualité nutritive. Par exemple, un criquet contient une grande quantité de protéines tout à fait comparable à un morceau de viande conventionnel, mais il contient également plus de fer, d'acides gras insaturés. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, actuellement 70% des terres cultivées sont consacrées à l'élevage, d'accord? Donc, ce qui veut dire que dans 50 ans, d'après la FAO, en 2050, d'après la FAO, notre consommation de viande va doubler. Ce qui veut dire, entre autres, qu'on va passer de 70% à 140% au niveau de la production, ce qui est complètement impossible, une aberration. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres alternatives. Et par exemple, donc, il faut savoir que pour produire 1 kg de viande de bœuf, de viande rouge en fait, de bœuf, il faut 25 kg de fourrage en fait. Par contre, pour 1 kg d'insectes, il faut seulement 2,1 kg de fourrage. Vous voyez, il y a une énorme différence. Plusieurs entreprises en France se lancent dans l'élevage de vers de soie ou de grillons, notamment à Toulouse, donc qui a été une des pionnières d'ailleurs en France. Alors, des insectes seront-ils dans nos assiettes demain? Pour cela, il faudrait déjà surpasser ce tabou alimentaire parce que il est vrai que manger des insectes, c'est pas encore facile à faire pour tout le monde, on va dire. C'est vrai que ça fait un peu peur et donc il n'y a pas peut-être d'autres solutions? Alors, c'est vrai qu'il y aurait d'autres solutions à cela. Donc là, vous avez dû en entendre peut-être déjà parler. Alors, il faudrait remplacer donc la viande rouge par un substitut. Donc là, ça a fait un petit buzz il y a quelques temps déjà. Mais ce phénomène est non seulement un défi de taille pour la planète, mais aussi une chance au niveau économique. Notamment les fondateurs de Twitter qui ont investi dans une start-up, donc Beyond Meat, qui veulent à terme remplacer tout ce qui est les denrées carnées par quelque chose qui est le goût et l'aspect de viande, mais qui proviennent pas d'animaux, mais soit purement végétalien en fait. Ça c'est quelque chose qui est en train de se faire.
Il y a une autre pratique, alors elle qui a fait un buzz monumental en août dernier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la viande in vitro. Donc c'est Mark Post qui a mis ça en place. Alors Mark Post, c'est qui? C'est un chercheur de l'université néerlandaise de Maastricht qui a présenté donc devant le public, un public ébahi, le premier steak haché fabriqué en viande artificielle, ce qui était tout à fait monumental. Ce scientifique travaille depuis 2011 sur un projet visant à produire en laboratoire une viande dont l'origine n'est identifiable ni à la vue ni au goût. Donc c'est tout à fait quelque chose de nouveau. Donc lui, il peut aussi compter sur le soutien financier de grands noms de l'analytique, comme par exemple la personne de Sergey Brin, donc le cofondateur de Google. Donc ce qui est assez énorme. Donc à retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir pour faire une petite conclusion avec vous, David? Il faut surtout changer ce qui est impératif, c'est qu'il faut changer notre mode de consommation. Réduire la consommation de viande, laisser un peu plus la place aux fruits et aux légumes sans tomber dans le régime végétarien comme je vous ai dit tout à l'heure, mais se tourner un petit peu plus là-dedans. Après, est-ce que les personnes sont prêtes à consommer de la viande in vitro et des insectes? Je vous dis, c'est une affaire à suivre. Oui, tout est la question, c'est la plus grosse question, et je pense que nos téléspectateurs vont devoir aussi se pencher sur cette question pour les années à venir. Tout à fait. Merci beaucoup Franck pour cette interview. Merci de m'avoir reçu. Et à très bientôt. Très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous l'avons compris, la croissance démographique a un réel impact sur notre consommation, en particulier sur notre consommation alimentaire. Les invités d'aujourd'hui ont répondu aux questions que tout le monde se pose. Nous devrons forcément trouver des alternatives de consommation afin de satisfaire toutes les personnes sur cette planète. Merci à tous nos invités, merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, sans aucun jeu de mots, retrouvez les aventures d'Hercule Poirot. Merci et très bonne soirée.